Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une théorie scientifique qui est pas vraiment scientifique en vérité, mais qui est relayée par de nombreux médias parce qu'elle a un côté sensationnel et les hommes, les humains aiment le sensationnel, hein. Ils aiment avoir des émotions, ça les fait vivre, ils ont l'impression de ressentir l'existence, mais ce n'est pas parce que cette théorie est sensationnelle et paraît juste qu'elle est réelle et je vais vous l'expliquer. Donc, je vais vous lire un peu cette théorie. Alors, cette théorie sont des chercheurs qui sont parvenus, paraît-il, à expliquer un étrange phénomène survenu au niveau mondial il y a 7000 ans. Une perte de diversité génétique marquée qui a frappé les détenteurs du chromosome Y, marqueur du sexe masculin. Alors, vous allez voir qu'ils ont fait une théorie qui paraît, comment dire, un peu exceptionnelle, un peu catastrophique, une théorie digne d'un film hollywoodien, hein, d'un film de science-fiction, mais qui aurait la particularité d'être réel. Non, c'est complètement faux. Je vais vous expliquer cela. Alors, ils expliquent cela en disant le mystère du goulot d'étranglement du chromosome Y au néolithique trouve enfin une explication. Alors déjà, c'est complètement stupide parce que ce n'est pas une explication, c'est sensationnel, vous allez voir, ce n'est pas du tout la réalité, mais ça paraît vraiment formidable et ça peut faire couler beaucoup d'encre puisque c'est quelque chose qui va générer de l'émotion dans la façon dont ils pensent que les chromosomes Y ont disparu et ne se sont pas transmis. Alors, quel mal étrange a bien pu frapper l'humanité il y a 7000 ans? C'est la question que se pose la communauté scientifique depuis près de 3 ans. Comme l'a révélé une étude en 2015, le monde a en effet connu au néolithique une longue période au cours de laquelle la répartition entre les sexes a grimpé à un niveau d'inégalité historiquement élevé. Un homme pour 17 femmes. En cause, un goulot d'étranglement génétique, un phénomène évolutif qui survient lorsqu'une population diminue drastiquement sur au moins une génération et qui conduit ainsi à un appauvrissement de la diversité génétique de ces groupes d'êtres humains. C'est ce mécanisme qui semble avoir provoqué il y a 7000 ans un effondrement de la diversité génétique du chromosome Y, exclusivement masculin, d'où le déséquilibre de la répartition homme-femme apparu à cette époque. Pour l'expliquer, les scientifiques avançaient jusqu'à présent plusieurs hypothèses, et notamment celle d'une origine sociétale de l'effondrement du nombre des hommes en mesure de procréer, plutôt qu'une sélection naturelle au sens biologique. L'accumulation de richesses et de pouvoir pourrait avoir augmenté le succès reproductif d'un nombre limité d'hommes socialement aptes et de leurs fils. Avancée en 2015, la biologique Melissa Wilson Serre de l'Université d'État d'Arizona. Une théorie imparfaite. Aussi séduisante qu'elle puisse paraître, cette théorie ne permet pas d'expliquer la diminution généralisée de la variabilité génétique. La chute de diversité du chromosome Y est en effet apparue aussi bien en Afrique qu'en Europe ou encore en Asie. Or, l'hypothèse avancée en 2015 ne permet de conclure à une diminution de la variabilité génétique qu'au sein de clans bien définis, comme l'ont pointé tout récemment les chercheurs dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communication. Fort de ce constat, le sociologue Qiang Zheng et son équipe de l'université de Stanford aux États-Unis ont ainsi imaginé une toute autre théorie, celle des conflits survenus entre clans et qui aurait conduit à la disparition d'un nombre de ces groupes, essentiellement patrilinéaires. Ces clans, en disparaissant, auraient ainsi anéanti des lignées masculines tout entières et donc finalement provoqué une diminution de la variabilité génétique du chromosome Y à travers le monde. Un modèle informatique comme preuve. Pour tenter d'étayer leur hypothèse, les chercheurs américains ont mis en place une modélisation informatique. Grâce à elle, ils sont parvenus à démontrer que les guerres menées entre clans patrilinéaires, au cours desquelles seules les femmes s'échappent du groupe,
ont pour conséquence d'une baisse drastique de la diversité génétique du chromosome Y. En revanche, lorsque la simulation a permis aux hommes comme aux femmes de s'échapper des clans lors des conflits, les conséquences sur la variabilité génétique du chromosome masculin se sont révélées bien moindres. La preuve ultime, selon les chercheurs, que les guerres entre clans patrilinéaires sont bien la cause du déclin génétique observé au néolithique. Les scientifiques notent toutefois une disparité géographique dans l'intensité du goulot d'étranglement génétique apparu à l'époque, moins prononcée chez les populations de l'Est et du Sud-Est asiatique que chez les Européens. Cette différence serait liée, toujours selon eux, à des organisations sociétales distinctes entre ces régions du monde. Les scientifiques prévoient désormais d'appliquer leur méthodologie à d'autres cultures et d'autres époques afin d'étudier les rapports entre histoire, politique et évolution de la variabilité génétique des populations. Une étude sur les formes de variation uniparentale parmi par exemple, les montagnards Bestiléos de Madagascar qui pourraient avoir subi une entrée et une sortie d'une période de goulot d'étranglement génétique très récemment, pourrait révéler un phénomène correspondant à une telle histoire. Espèrent les scientifiques. Véritable machine à remonter le temps, la génétique se révèle aussi désormais un formidable outil d'étude sociologique. Bah oui, mais sauf que c'est complètement débile et qu'il y a des causes beaucoup plus simples du fait que, en fin de compte, peu d'hommes aient transmis leurs gènes alors que toutes les femmes, pratiquement, des femmes ont réussi à transmettre leurs gènes à cette époque, donc à 7000 ans, époque où, globalement, sur toute la Terre, il y avait une restructuration totale dans la façon de vivre par rapport à son environnement, c'est-à-dire que les hommes sont devenus maîtres de leur environnement, ils ne faisaient pas que prélever de la nourriture sur leur environnement, ils élevaient les animaux et ils plantaient et replantaient les graines des plantes qu'ils mangeaient pour pouvoir en fin de compte devenir des agriculteurs et des éleveurs, permettant ainsi de se sédentariser, à des groupes entiers de se sédentariser et à ce moment-là de mieux affronter les pénuries et d'être plus riches en énergie, donc en calories. Donc tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé à ces époques-là? C'est qu'avec l'émergence des groupes humains d'agriculteurs et d'éleveurs, eh ben, les femmes, globalement, ont transmis leurs gènes et ont pu, en fin de compte, permettre à leur génétique de se transmettre un peu partout, alors que seuls quelques hommes ont pu, à ce moment-là, transmettre leurs gènes. Et pour quelle raison, vous allez comprendre, c'est d'une simplicité enfantine, et nous l'expérimentons tous dans l'existence. Alors je vous ai fait un petit texte très court, et après je vais approfondir. Ce texte, c'est des théories complètement fausses, je l'ai mis. C'est tout simplement que les femmes des chasseurs-cueilleurs qui sont progressivement passées, et les femmes des chasseurs-cueilleurs sont progressivement passées chez les agriculteurs à cause de la stabilité calorique des agriculteurs, leur permettant de mieux accomplir leur fonction de mère. Quant aux hommes chasseurs-cueilleurs, ils durent se résoudre à cause de la fuite des femmes. Les femmes passaient chez les agriculteurs et les éleveurs, donc les chasseurs-cueilleurs, durent se résoudre à la branlette stérile entre deux chasses, faute de femmes. Les femmes étant ce qu'elles sont, les chasseurs-cueilleurs côtoyant les groupes, en fin de compte, des premiers agriculteurs, ont vu sur une période relativement courte sur toute la Terre, puisque ce phénomène s'est passé à cause de la surpopulation qui a entraîné, en fin de compte, le fait que les hommes d'un territoire de chasse ne pouvaient plus nourrir assez les individus, donc les individus ont commencé à travailler sur l'élevage et sur l'agriculture, donc le replanter et semer, planter et récupérer les plantes pour les manger, replanter les graines, tout ça pour optimiser la production de calories et augmenter leurs ressources de calories car ils devenaient trop nombreux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que les éleveurs et que les agriculteurs étaient sédentaires, fixes, on savait où les trouver, ils étaient bien organisés et armés, se protégeant aussi, et ils avaient bien sûr une abondance calorique à cette époque-là, puisqu'ils pouvaient augmenter leur production par la bonne gestion, par l'élevage et
par l'agriculture, augmentant ainsi la production énergétique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les femmes étant principalement attirées chez l'homme par sa puissance énergétique et sa puissance calorique, lors des échanges entre tribus de chasseurs-cueilleurs et d'éleveurs, il y avait de nombreuses femmes qui passaient du groupe des chasseurs au groupe des éleveurs agriculteurs, pour la bonne raison que cela pouvait prendre les femmes, les, les engrosser, hein, les prendre comme femmes et leur permettre d'avoir des enfants avec plus de sécurité. Les femmes ressentaient bien plus de sécurité chez l'agriculteur-éleveur, hein, qui était sédentaire et qui pouvait apporter plus de calories, permettant ainsi aux femmes de pouvoir faire plus d'enfants, hein, tout simplement, alors que le chasseur-cueilleur, lui, se trouvait dans ce cas-là en pénurie de femmes, puisque si quelques femmes chasseurs-cueilleurs passent en permanence chez les agriculteurs, hein, les agriculteurs devaient avoir sûrement une, deux femmes, hein, ou quand il y en avait une qui mourait, parce que les femmes ne vivaient pas très longtemps, hein, moins que les hommes, ils prenaient une femme de chasseur-cueilleur, hein, quand une femme d'agriculteur mourait, hein, en couche au bout du deuxième ou troisième enfant, et une femme d'agriculteur pouvait venir chez une femme de chasseur-cueilleur pouvait venir attirée par la calories, hein, par l'excès de calories, venir offrir son ventre et sa matrice à l'agriculteur, à l'éleveur, qui pouvait la nourrir et lui permettre, en fin de compte, d'avoir des enfants, de les nourrir et de pouvoir transmettre la vie. Donc, l'agriculteur et l'éleveur, l'agriculteur-éleveur, celui qui maîtrise la nature à ce niveau-là, est un bien meilleur coût pour une femme puisqu'il est beaucoup plus stable et a un apport calorique beaucoup plus important, permettant à la femme de faire plus d'enfants, hein, et de les faire sans risque de crise énergétique, donc sans risque de carence alimentaire. Alors, il y avait des carences bien sûr, puisque la nourriture d'un chasseur-cueilleur est relativement riche, mais en surpopulation, elle n'est pas si riche que ça, puisqu'il commençait à y avoir une surpopulation de chasseurs-cueilleurs, puisque l'homme a commencé à se développer, hein. Donc il était beaucoup plus intéressant pour une femme de passer d'un chasseur-cueilleur, d'un groupe communautaire de chasseurs-cueilleurs à un groupe communautaire agriculteur. Et comme les femmes vivaient moins longtemps, quand une mourait, une autre venait, ou des fois il y avait polygamie. Mais il n'était même pas obligé d'avoir polygamie, puisque les femmes mouraient souvent en couche au deuxième ou troisième enfant, ou quatrième enfant, hein. C'était fréquent, donc elles étaient remplacées. Et sur quelques générations, on s'est retrouvé avec un dépeuplement en femmes des groupes de chasseurs-cueilleurs qui se réduisaient de plus en plus, et uniquement les groupes d'agriculteurs qui grossissaient entre eux, hein, avec apport permanent des femmes chasseurs issus des groupes de chasseurs-cueilleurs, tandis que les groupes chasseurs-cueilleurs perdaient progressivement les femmes et ne pouvaient pas se reproduire, et donc restaient souvent de braves gars tout seuls à chasser le gibier, hein, entre deux branlettes. Voilà, triste vie des chasseurs-cueilleurs qui ont été supplantés, hein, malgré la liberté du chasseur-cueilleur qui peut arpenter les plaines à la recherche de gibier, hein, joyeusement libre. Il lui manque des femmes, alors que la femme va, elle, partir pour la stabilité de l'agriculteur et de l'éleveur qui lui offre un apport calorique important pour pouvoir mettre au monde et élever des enfants sans risque de carence calorique. Alors, carence calorique ne veut pas dire carence en micronutriments. On s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de malnutrition, hein, chez les agriculteurs, et principalement agriculteurs, parce qu'éleveurs, on est un peu éleveurs et beaucoup plus agriculteurs, à cause justement du manque de graisse animale, du manque de beaucoup de produits qu'on trouve dans la nature, que les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas. Et les chasseurs-cueilleurs avaient des fois des crises drastiques caloriques qui faisaient que c'était beaucoup moins stable pour une femme et qu'on risquait de perdre la vie et en fin de compte, la possibilité de transmettre la vie si on n'avait pas assez à manger. Alors qu'il restait tout le temps à manger chez les agriculteurs. Donc on a vu un dépeuplement progressif des tribus de chasseurs-cueilleurs, de leurs femmes qui sont passées chez les agriculteurs, éleveurs, principalement agriculteurs. En plus, il était de bon ton, sûrement à l'époque, hein, pour pouvoir avoir un peu d'énergie, de donner les femmes, hein,
aux agriculteurs qui, eux, pouvaient en échange, aider par ces alliances tribales entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs, aider parfois ou accueillir parfois la famille de la femme s'il y avait un problème, un hiver qui durait plus longtemps, une sécheresse, ça dépend du milieu. Donc on voit que de toute façon, la femme est attirée par la calorie, hein, et même les familles des chasseurs-cueilleurs devaient donner les femmes pour assurer des alliances et pouvoir avoir de la nourriture accumulée par l'agriculteur-éleveur en cas d'hiver rigoureux ou de manque de gibier. Donc tout simplement une histoire d'énergie, de calories, mieux gérée chez l'agriculteur et le chasseur-cueilleur, et pas du tout une histoire de guerre entre tribus. C'est super sympa, ça peut faire des films, on imagine des trucs hyper violents. Il y avait de la violence à cette époque, puisqu'à chaque fois qu'on se fixe, on attire la convoitise avec les richesses qu'on a accumulées, mais visiblement pas de destruction des hommes par des guerres entre tribus. Ça, c'est des contes hollywoodiens pour faire frissonner les gens et leur faire acheter des revues scientifiques où ils auront des émotions. Non, la vie est beaucoup plus terre à terre. Les femmes aiment la calorie, car la calorie leur permet d'avoir des petits, de les nourrir et de transmettre la vie. Vous, les mecs, vous êtes pour les femmes des accumulations d'énergie et de la sécurité qui permettront aux femmes de transmettre la vie, de transmettre leur gène. Elles vous voient comme de l'énergie et de la protection. Hein. C'est essentiellement ça, et c'est pour ça que les femmes sont passées des chasseurs, des femmes des chasseurs-cueilleurs sont passées de leur tribu initiale, de base, à celle des agriculteurs et des éleveurs. Tout simplement pour des histoires d'énergie. Les femmes sont attirées par la protection et l'énergie, alors que l'homme, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est une matrice à prendre, de préférence jeune et fertile. Donc on accueille toutes les gonzesses qui passent, celles de son clan comme celles du clan des chasseurs-cueilleurs. Par contre, les mecs, on les dégage car ce sont des compétitions énergétiques sur un territoire et surtout des compétitions sexuelles. Donc voilà comment s'est passée progressivement la disparition de une grande partie des hommes chasseurs, cueilleurs qui n'ont pas transmis leur gène, et c'est les premiers hommes à être agriculteurs, hein, à être éleveurs-agriculteurs, à faire une gestion du territoire de la nature, qui, eux, ont pu transmettre leur gène en baisant un maximum de meufs, et les meufs venaient à eux plutôt, et même des fois, on leur donnait pour faire des alliances et aider les familles des chasseurs-cueilleurs. Voilà, petite vidéo simple, comme quoi c'est bien de faire du sensationnel, ça fait vendre, mais ça n'a rien de réel. Méfiez-vous des théories scientifiques sensationnelles, elles sont souvent fausses. Et n'oubliez pas que le monde est régi par les échanges énergétiques, prendre et conserver l'énergie pour rester en vie, hein, tout simplement, et transmettre la vie avant de mourir. Tout est énergie, flux énergétique, échange, prédation, conservation. À bientôt, c'était Fred Delavier.